On va maintenant parler, avant la pause, d'un sujet qui nous intéresse tous, c'est le management. Management, en quoi le digital, ce satané digital, il change la donne aussi sur la façon de manager. On le voit, hein, chacun de vous, vous le voyez dans vos métiers, ça change la relation professionnelle, ça change la façon dont on lead une équipe, dont on fait passer ses idées, dont on motive les gens. Et on va essayer ensemble là de définir avec une table ronde, c'est quoi un manager digital ? Aujourd'hui, quels sont ses enjeux ? Quelles sont ses difficultés ? Et pour ce faire, nous allons faire appel à Mathilde Christiani, la très connectée Mathilde de l'atelier numérique, et son panel de choc, ses invités, que je te laisse présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous en prie. Comme l'a dit Catherine, voilà, on va parler de l'innovation dans le management, du futur de management. Donc on a vu avec Brian Solis que le digital était en train d'impacter le secteur du business et comment est-ce qu'on va travailler aujourd'hui et demain, et que tout est à redéfinir. Je vous en prie Françoise. Et justement, les collaborateurs, tout le monde a des nouvelles attentes. De nouvelles frontières sont en train d'émerger et du coup, ça impacte forcément le rôle du manager. Qui est-il ? À quoi va-t-il ressembler ? Est-ce qu'on va encore seulement parler de management ? À un moment, on a autant des entreprises traditionnelles que de nouvelles formes d'entreprises qui sont en train d'émerger. On va en parler avec vous quatre aujourd'hui. Bonjour. Donc tout d'abord, Stéphanie Tramichek, vous êtes la DG France de Pinterest. Bonjour. Bonjour. Alors Pinterest, que vous avez dit ne pas être un réseau social, mais être entre le réseau social et le site de partage en fonction de communautés d'intérêt, c'est ça ? Oui, un outil en fait pour explorer ses inspirations et les réaliser. Virginie Fauvel, vous êtes membre du COMEX et Digital and Market Management pour Alliance France, qui est le leader européen de l'assurance. Bonjour. Bonjour. Françoise Laborde, vous êtes journaliste, vous êtes membre du CSA depuis 2009. Vous avez été dans des maisons comme TF1, puis chez France Télévisions. Bonjour à vous. Bonjour, je peux juste dire que je signe s'il pouvait y avoir une lettre sur le boycott des PowerPoint. Je pense que c'est un bon mouvement à lancer. Et si on pouvait faire quelque chose aujourd'hui pour signer le boycott des PowerPoint, voilà, merci. C'est pour le panel précédent. On peut faire une pétition sur Twitter. Et Huguette Rank, bonjour, vous êtes vice-présidente Sales Europe pour le pôle Collaboration Solutions and Smarter Workforce pour IBM France. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Bon, alors donc on a vu effectivement, là on va parler du futur du management. Avant de parler du futur, on peut aussi parler du présent et de la notion même de management. Dans une grande maison comme IBM, quand on dit qu'est-ce qu'être un manager, comment vous définiriez le rôle du manager? C'est quoi pour vous être un manager et être un bon manager? Écoutez, je crois que le rôle du manager, ça n'existe plus, je crois. Voilà, au moins c'est clair. Le futur du manager, c'est le leader. Le rôle du manager, il a changé complètement, justement, avec la révolution digitale. Je crois qu'aujourd'hui, le manager dans le passé, c'était celui qui savait, celui qui montrait comment faire. On l'a bien vu dans la table ronde d'éducation. Aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on partage, c'est comment on est connecté, et c'est pas ce que l'on sait. Donc le rôle du manager, a complètement été bouleversé. C'est celui qui est devant, qui aide, qui encourage, qui fait germer. Et donc c'est pour moi, c'est un leader, c'est pas un manager. Désolée de vous contredire déjà à la première question, Mathilde. Mais manager et leader, voilà, c'est pas forcément incompatible. Virginie Fauvel, vous allez dans ce sens. Est-ce que pour vous, c'est aussi la fin du manager? Moi, je crois pas que le manager n'existe plus. On se contredit toutes. Non, mais enfin, je pense que le rôle a évolué. Mais le manager reste quand même celui qui pose l'exigence. Parce que même si les organisations changent, les façons de travailler changent, il y a quand même une exigence à porter, et je crois que c'est le rôle du manager. C'est aussi celui qui doit transmettre l'enthousiasme. C'est important dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Et je pense que Catherine et Delphine nous font bien ressentir ça, de transmettre en fait un enthousiasme pour que les personnes qui travaillent aient une joie de vivre. Moi, je suis assez fascinée, on a parlé de l'éducation tout à l'heure, dans l'éducation ou même dans le monde animal, par un événement important. Quand on essaie de transmettre quelque chose avec de l'agressivité, avec de la tension, les personnes apprennent beaucoup plus rapidement. Et au bout d'un moment, en fait, elles plafonnent.
Quand on essaye de transmettre quelque chose, de faire progresser des individus ou des animaux par les encouragements, par quelque chose de positif, les animaux comme les humains apprennent un petit peu plus lentement, mais en fait vont beaucoup, beaucoup plus loin. Et je crois que dans le management, on doit toujours se souvenir de ça. Donc porter une ambition forte, mais aussi encourager et transmettre de l'enthousiasme. Est-ce que justement, quand on parle de management plutôt traditionnel, vous diriez qu'on n'a pas assez encouragé et que maintenant on se dirige plutôt vers ça ? Moi, je trouve que le digital, la génération Y, qui parfois est un petit peu contestée, ou la génération Z, apporte énormément en fait au management, parce qu'elle nous pousse à changer nos façons de faire et à être beaucoup plus dans l'exemplarité, à être beaucoup plus dans le courage, dans fêter les succès, à aussi les mettre en première ligne quand il faut. Donc voilà, moi je trouve que c'est pour les entreprises traditionnelles quelque chose d'extraordinaire qui arrive, et je pense que les managers d'aujourd'hui les plus forts sont vraiment ceux qui auront compris ça. Le manager aujourd'hui, c'est pas celui qui sait, c'est pas celui qui dirige par autorité, c'est celui qui est légitime. Françoise Laborde, dans votre expérience, donc dans des entreprises traditionnelles des médias, c'est à ce type de management que vous avez été confronté, vous avez rencontré, vous avez été manager? Moi, il y a deux choses. C'est que pendant très longtemps, pardon, quand je parle, ça fait un peu pré-jurassique, mais j'étais frappée de voir à quel point on avait tendance à considérer en France qu'il y avait des gens qui avaient une sorte de capacité naturelle à manager et puis d'autres qui devaient apprendre. Et alors, comme par hasard, ceux qui sont pas bons, c'est ceux qui pensent qu'ils ont la capacité naturelle. Je dis ils parce que, pardon, c'est qu'ils pensent qu'ils sont nés pour être naturellement, alors des managers, des leaders, je ne fais pas forcément la différence, mais et il y a cette espèce de façon de faire très française au fond, qui fait qu'il y a en effet des gens qui sont naturellement nés pour manager ou pour être des leaders. Et c'est là qu'il y a le lien, si je puis dire, avec la thématique précédente, c'est que ceux qui sont naturellement nés pour être managers et leaders sont évidemment ceux qui viennent de ces écoles où on leur apprend à faire des PowerPoint, d'ailleurs, beaucoup. En tout cas, on leur apprend à se développer à travers les PowerPoint, avoir une pensée qui est collée sur les PowerPoint, et qui viennent de ces écoles-là. Et je trouve que pendant très longtemps, ça a été le cas, et c'est encore parfois le cas. Alors là, on est dans le monde du digital avec des ambitions, des réflexes qui ne sont pas ceux qu'on trouve dans les autres compagnies, sociétés. Mais même dans les milieux audiovisuels que je connais bien, au fond, les schémas restent ceux-là. Quand on regarde la façon dont fonctionnent, y compris les maisons de production, au fond, le schéma reste celui-là. Et on voit bien dans la difficulté qu'on peut avoir parfois en termes de créativité comparé à ce que font d'autres pays, et je ne parle pas simplement des pays anglo-saxons. Peut-être qu'il y a en effet cette difficulté-là, à un moment donné, à être dans le partage, l'énergie, l'envie, le savoir, parce qu'on est dans une société où on est quand même très encore installé sur quelque chose qui est vertical et pas horizontal. Et j'appelle, alors j'adore être ici avec vous, etc. Et je trouve que s'il doit y avoir une révolution digitale qui doit encore progresser un peu plus dans notre pays, c'est qu'on passe justement du vertical à l'horizontal. On est encore, oui, Huguette, que là, on est, c'est vrai, tout immergé dans ces univers, mais j'imagine qu'il y a encore une organisation très verticale, même quand on donne le meilleur de soi pour faire bouger tout ça. Justement, pour rebondir sur ce que disait Virginie, sur le manager, effectivement, c'est celui qui donne l'enthousiasme, c'est celui qui permet de connecter. Effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, et je pense que ça sera abordé, que ce soit dans l'entreprise, donc chez nous, IBM, on a plus de 300 000 personnes connectées, mais aussi à l'extérieur, avec Twitter. Il y a un lien au manager qui est complètement différent. On va pouvoir, d'abord le collaborateur va s'adresser à son manager ou à d'autres managers de manière complètement différente et directe, mais aussi nous en tant que manager, moi en tant que manager, je fais les choses complètement différentes. Quand je vais organiser mon meeting annuel, par exemple, je vais pas faire l'agenda moi-même.
pour dire bah voilà, moi je veux mettre ça parce que ça c'est super important, je veux leur dire ça et c'est ça qu'ils vont apprendre. Pas du tout. Je vais effectivement solliciter l'avis de mes collaborateurs, ils vont voter sur les idées et d'abord ils vont être super motivés pour proposer des sujets, pour se réunir entre eux. Donc c'est complètement différent et ça coupe complètement les silos puisqu'en fait on va pouvoir travailler avec n'importe qui. C'est pareil sur Twitter. Je vais pouvoir solliciter Virginie, dire bah tiens j'ai vu sa table ronde, je vais l'adresser en direct alors que sinon avant je vais essayer d'appeler, je vais avoir sa secrétaire, puis c'est sa secrétaire qui va décider si elle a envie de me parler, finalement. Elle va dire non, vous savez, elle est très occupée, et bon. Donc ça change complètement aussi la façon dont on récompense au quotidien, et justement de manière horizontale, comment on récompense les différents collaborateurs en mettant la transparence, la visibilité. Bah tiens, on a fait cette opération superbe et on va le rendre visible de tout le monde. Et ça, c'est complètement différent et ça encourage à travailler en équipe avec d'autres personnes que simplement dans son entité. Virginie ? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et en fait, on se rend compte que aussi toutes ces sollicitations digitales, comme les emails, les tweets, peuvent en fait générer du stress. Pour les salariés des entreprises. Et c'est un phénomène qui est assez important parce qu'en même temps, ça a un côté extrêmement sympathique de pouvoir joindre tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en même temps, on a aussi besoin, à un moment donné, d'être sur autre chose, sur sa famille, ses amis ou tout simplement lire un livre. Donc, par rapport à Allianz, on a mis en place il y a à peu près 6 mois une règle du jeu sur l'email et je trouve que c'est aussi important dans ces sollicitations digitales et dans ce monde qui est un petit peu un tourbillon de mettre des règles. Donc on n'envoie plus de mails entre 21h et 7h du matin et plus d'emails le week-end. Et en fait, au début, certaines personnes étaient assez sceptiques et vraiment l'ensemble de l'entreprise joue complètement le jeu et ça a changé aussi la vie des salariés. Donc je crois en fait être une entreprise qui se digitalise, c'est aussi ne pas accepter tout de go en fait toutes ces sollicitations, mais bien apprendre à manager. Une entreprise qui est digitale et qui est moderne, c'est une entreprise qui a appris aussi à réguler ça. Et voir ce qui lui est véritablement utile. Stéphanie Tramichek, avant de continuer de parler de tous les changements que c'est en train d'apporter, vous, Pinterest, c'est un pure player, donc j'imagine que déjà dès le départ, le concept de management, c'était pas tout à fait le même que dans un grand groupe qui a des dizaines, voire des centaines d'années. Oui, nous déjà, on est 250 personnes dans le monde, donc c'est pas les mêmes tailles. Donc c'est un peu plus facile aussi d'être lean et d'être horizontal. Mais par naissance, en fait, une start-up en fait, est souvent très horizontale et moins verticale. Le manager est là pour donner une vision. Donc on va dire, il y a un CEO dans toutes ces start-up qui va inspirer, qui a été le fondateur et qui va donner une impulsion. Mais ce qui est le plus important, je pense, c'est l'exécution. C'est qu'on peut être un bon manager, mais après, il faut qu'il y ait une bonne exécution. Et le manager doit être responsable de l'exécution aussi. Et il doit faire en sorte qu'il met les outils dans l'entreprise, et le digital permet de mettre facilement en place un certain nombre d'outils et de valeurs pour vraiment, en fait... Je crois qu'on a raté quelque chose. Oui, pardon. On félicite Allianz pour ne plus avoir de mail entre 21h et 7h du matin. Et donc voilà, donc donner une inspiration avec aussi et mettre en place des outils, des cadres de travail, des règles. Donc ça peut être aussi gagner en productivité, éviter le stress. Nous, le mercredi, on évite d'avoir des meetings, par exemple. C'est une règle. On a des petits chapeaux qu'on met sur l'ordinateur quand on ne veut pas être dérangé pour pouvoir avoir des plages horaires, des 2 heures conséquentes où on peut vraiment travailler et pas être tout le temps en réunion, etc. Et aussi des valeurs. Je pense que dans l'horizontalité par rapport à la verticalité, il y a aussi la reconnaissance. À qui on veut donner la reconnaissance? Est-ce qu'on va donner la reconnaissance au groupe ou à l'individu? Et ça, c'est aussi à la société, donc à son manager principal, on va dire, et au manager, de travailler aussi sur cette notion de reconnaissance et de valoriser plus un travail de groupe et collaboratif, et c'est ce que apporte essentiellement le digital, mais on en parlera après, une reconnaissance qui est celle du groupe et non de l'individu. Ce qui, du coup, permet en fait de se libérer aussi des tensions du « je suis manager »,« je suis meilleur », de « il faut que je devienne manager ». Voilà. Une question d'ego qui un peu s'élimine et fait place à la réussite de la société, du projet dans lequel on participe. Mais est-ce que du coup, celui qui va s'imposer plus ou moins naturellement comme manager, c'est pas celui qui va maîtriser les outils aussi? Donc finalement, il y a une autre forme de discrimination. Je pense qu'après, on peut en fait avoir
C'est difficile à dire parce qu'on est dans des startups où, de toute façon, si vous ne maîtrisez pas ces outils-là, vous n'y rentrez pas. Donc, je pense qu'on est naturellement utilisateur de tout ce qui est Google Doc, Google Drive, tous les documents de partage. Si vous ne savez pas, vous apprenez par mimétique, mais vous devez apprendre vite parce que tout le monde l'utilise et finalement, ça devient naturel après comme utilisation. Donc, et par exemple, chez IBM, un manager qui soit ne s'y intéresse pas, soit ne connaît pas véritablement grand-chose. Tout d'abord, au départ, c'est un manager, un collaborateur chez IBM, c'est un humain, donc il y a des personnes qui ont plus envie que d'autres. Je pense que on a parlé tout à l'heure un petit peu de reverse mentoring. Je pense qu'effectivement, souvent les jeunes vont pouvoir apprendre aux directions de nos clients, mais aussi aux dirigeants comment l'utiliser, comment le manager, les compétences du manager, elles changent. Et par rapport à ce qui était dit tout à l'heure, effectivement. Comment on fait pour avoir le bon manager auparavant, en fait, finalement, c'était peut-être celui qui contrôlait les outils, celui qui savait. Maintenant, peut-être celui qui sait bien se servir de tout, je dirais, du digital. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait aussi beaucoup de progrès dans justement l'analyse des compétences et de ce qui fait que vous allez réussir dans ce job-là. On a parlé tout à l'heure dans l'éducation, faire ce qu'on en avait envie. Tout à l'heure, on va parler d'happiness. Et qu'est-ce que ça ferait si on était vraiment dans le job pour lequel on est fait. Et aujourd'hui, il y a, avec justement le digital, la possibilité d'avoir de faire des tests de culture, etc. Si vous allez, par exemple, sur Ikea, vous allez pouvoir, si vous dites, voilà, j'ai envie de rentrer chez Ikea, vous allez avoir un test de culture. Parce qu'en fait, finalement, on va pas regarder sur le CV, on va regarder votre culture. Et je pense que c'est pareil, il y a des différents rôles dans l'entreprise, et chez IBM comme chez d'autres, évidemment, dans mon rôle, si je sais pas me servir des réseaux sociaux, ou si j'y crois pas, je pense que je vais avoir un petit problème. Mais je pense que tout le monde l'utilise parce que c'est la façon dont on va faire le travail demain. C'est pas en plus, c'est on fait le travail différemment. Virginie ? En fait, nous, on a un peu plus que 200. Juste sur la France, on est 11 000, plus environ 2 000 agents généraux. Donc, tout le monde n'a pas l'habitude d'utiliser Google Docs, etc. Donc, on met en place en fait des programmes de formation, soit en face à face, soit des vidéos, soit des documents pour leur apprendre à se servir de Twitter, à se servir de Facebook. Mais du coup, en fait, pour des entreprises qui sont plus traditionnelles, c'est vrai qu'il y a un investissement assez lourd en termes de formation pour amener l'ensemble de l'entreprise à se digitaliser. Et là, c'est plus par rapport au Conseil national du numérique dans lequel je suis. On travaille aussi beaucoup sur le concept de littératie, qui me paraît un terme extrêmement important. La littératie, c'est de savoir comment fonctionne le digital, le numérique. Et en fait, dans quelques années, on commence à être aujourd'hui à ce niveau-là. Il y a les personnes qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas se servir du numérique. Et ça devient aussi important que de savoir lire et écrire, en fait. Dans quelques années, quelqu'un qui ne saura pas faire du digital, qu'il soit homme ou femme, sera complètement coupé du monde. Donc on a aussi une mission, je crois, sociale, et en tant que citoyen, d'accompagner l'ensemble des Français à bien maîtriser ces outils-là. Et donc du coup, dans le monde de l'entreprise pur et dur, le rôle du manager, c'est aussi ça. Donc ça va être vraiment d'être un évangélisateur. Bien sûr, parce qu'il y a aussi un petit peu de stress face à des nouveaux outils. Il y a certaines personnes qui n'ont pas suivi l'évolution sur les réseaux sociaux, qui pensent que c'est uniquement fait pour leurs enfants ou pour leurs neveux. Et donc, il faut leur apprendre que Facebook, c'est pas forcément mal, Twitter non plus, et que ça peut devenir un outil de relation client qui est important. Donc, il y a effectivement de l'éducation. Et puis, moi, je suis évidemment beaucoup moins qualifiée que vous pour parler de ça, mais ce que je trouve de très intéressant aussi, c'est la découverte, la curiosité. Il n'y a pas très longtemps, je vais vous montrer un exemple. J'étais aux États-Unis et je suis allée voir comment fonctionnaient je pense à propos des réseaux sociaux, les studios de télévision américains. Et en discutant avec une productrice américaine qui était extrêmement dynamique, elle m'explique comment, avant même de commencer à écrire un scénario, elle met en place une communauté de fans. Parce que ça fait partie de son job et qu'elle a compris comment, si elle crée un personnage de fiction, en mettant en place une communauté de fans, ça lui donne du poids par rapport au studio, puisqu'elle va avoir
en 8 jours, 10, 20, 30, et puis 1 million et 2 millions de femmes qui vont être gérées et qui vont lui permettre d'avoir un poids vis-à-vis du studio. C'est des choses qui sont, j'allais dire, d'une simplicité formidable, que nous, on regarde parfois encore en France avec un peu de méfiance, parce qu'on se dit, mais après tout, quand ils sont sur Twitter, ils ne travaillent pas, ou quand ils sont sur Facebook, ils ou elles ne travaillent pas. À quoi ça sert? Et moi, je suis très frappée de voir qu'on a encore, à l'égard des réseaux, à l'égard de cette gestion, à l'égard de l'organisation réseau, une sorte de défiance et une sorte de pudeur. Et je suis très frappée de voir que les femmes, on a même, nous, tendance parfois à réseauter, pardon du barbarisme, moins que les hommes, comme si c'était un peu du plaisir qu'on s'accordait et au fond, c'est pas complètement indispensable. Alors que si, il y a une créativité formidable. Moi, quand j'étais petite fille, on disait il est utile de s'ennuyer un peu pour faire marcher l'imagination. Eh bien, si je rapporte ça aujourd'hui à l'entreprise et à la créativité et à l'innovation, qui est après tout, comme la recherche et le développement, un des fers de lance de l'entreprise, je trouve que communiquer en réseau, se mettre sur les réseaux, laisser vagabonder, y compris sur les réseaux sociaux, ça crée de la créativité et ça crée du changement. Moi, je suis accablée quand je vois, c'est ma nature, je suis comme ça, voilà, je suis née comme ça, c'est mon côté sud-ouest, je m'emporte. Mais non, mais quand je vois, par exemple, je trouve qu'il y a une richesse dans l'échange sur les réseaux, voilà, qu'il faut encourager et pas le considérer juste comme un outil, juste comme une expérimentation, juste quelque chose qui doit être immédiatement utile. À un moment donné, l'innovation, l'audace, c'est aussi de faire des choses inutiles. Et le réseau, dans son côté inutile, mais parfois aussi violent, tout ce qu'on peut imaginer, mais parfois aussi fraternel ou de partage, ça peut être formidable. Et ça, on est un peu méfiant, me semble-t-il. Mais je suis pas sûre en fait que ça soit inutile, parce qu'on pense que c'est inutile, mais communiquer, oui, c'est pas inutile. Je suis d'accord. Et en France, on a toujours un petit peu peur d'être jugé. On va communiquer, on va se mettre en avant. Les Américains, ils ont pas peur. Hein. Au contraire, ils se mettent en avant, ils mettent en avant leurs projets, ils savent se vendre. Et je pense que ce n'est pas inutile. Je pense que on devrait forcer les gens en fait à le faire. Je suis et bien on devrait d'accord. oser. On ne devrait pas avoir peur. Et justement, est-ce que cette horizontalité, ça permet aussi de se mettre en avant par rapport à ses compétences, et après tout ce qui est, différence entre les sexes peut aussi s'aplanir plus facilement. Et on n'ose pas encore véritablement complètement. Oui, je pense que c'est souvent les femmes, ont un petit peu peur de se mettre en avant parce que justement on s'attend à ce que c'est mettre moins en avant. Je pense qu'il faut le faire, mais je pense que c'est aussi un problème français, que c'est pas un problème que des femmes, qu'il faut oser, qu'il faut parler, mais qu'il faut pas parler de soi. Ce qui est important, c'est le projet dans lequel on est, c'est la collaboration, c'est sur quoi on est en train de travailler et que en groupe, on a réussi à faire quelque chose de sympa. Et c'est pas aussi quelque chose de personnel qu'il faut mettre en avant, mais vraiment la réussite du groupe. Ça aussi, ça s'apprend en fait, parce que entre la trop grande démonstration de soi sur les réseaux, il y a plein de gens qui ne savent pas trop comment le faire justement et qui du coup le font pas. Tout à fait. Et la communication et les réseaux sociaux, ça se passe aussi en intérieur de l'entreprise. Chez Pinterest, on a un Facebook group pour les employés et régulièrement, je vois des collègues américains qui mettent en avant des articles de presse qu'on a eu en France, par exemple, parce que c'est aussi leur succès. Et chacun, en fait, met en avant des succès des autres. D'ailleurs, chez nous, la plus grande des réussites, c'est quand un de vos collègues envoie un email à toute la société qu'on appelle une Pinspiration et qui dit un tel est génial pour telle et telle raison. Et après, il y a un thread de réponses où tout le monde dit « Ah oui, il est génial, il est génial ». Et ça, c'est la consécration. Et donc ça, la consécration, c'est pas votre réussite, c'est que vous êtes reconnu comme aidant les autres. En fait, le digital, c'est juste que ça favorise aussi un nouvel état d'esprit dans lequel on doit aller et vers lequel véritablement on se dirige. Finalement, c'est juste l'outil derrière une nouvelle manière d'envisager les entreprises. Et dans lequel on doit collaborer. Et c'est pour ça que les femmes y réussissent. Oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous dites un truc très important. Je suis d'accord. Non, mais je pense que l'organisation en réseau, je crois que ça correspond en effet. Alors, pardon d'être dans le cliché, mais quand on n'aime pas se mettre en avant, on n'a pas peur d'être en réseau, puisque par définition, on ne veut pas être devant au premier rang sur la photo. Donc, je pense que ça correspond assez bien. Et d'ailleurs, moi, encore une fois, ça m'amuse de voir que quand il y a des réseaux de femmes qui s'organisent dans les entreprises,
entreprises, je vois, j'ai gardé quelques vieilles habitudes de journaliste économique, je vois que parfois on dit, tiens, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un club, c'est quoi? C'est les tricoteuses dans leur coin, à quoi ça sert? Ah bon, elles s'échangent sur quoi? Sur les couches culottes, enfin, je vous fais grâce des clichés. Et au bout d'un moment, il y a quand même l'idée que, mais tiens, finalement, oui, elles travaillent, elles s'intéressent, elles échangent, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un message qu'il faut quand même faire passer aux entrepreneurs, hommes ou femmes, c'est que les réseaux de femmes, c'est formidable. Les réseaux tout court, c'est formidable. Les réseaux de femmes, c'est encore plus formidable. D'abord parce qu'on est très travailleuses et tout ça. Enfin, on a plein de vertus, plein de qualités, il faut quand même le dire. D'ailleurs, on ne serait pas là sinon. Et je pense que si les réseaux ne sont pas reconnus par les entreprises ou par les managers, ils se feront sans. Et si on veut être efficace, il faut encourager ces réseaux de femmes. Moi, je suis très, très frappée de voir que dans le secteur de l'audiovisuel, encore une fois, quand on regarde ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, quand ils mettent les femmes en avant, on l'a vu dans toutes les séries, c'est pas forcément par vertu, hein. C'est pas que les Américains sont plus vertueux que les Français, c'est par efficacité économique. Et on le voit bien que dans les entreprises où les femmes sont aux commandes, eh bien, les risques sont moins importants. Enfin, vous connaissez toutes les statistiques, hein. Les risques managériels sont moins grands, la résistance aux calamités naturelles ou économiques sont plus grandes, etc. Donc, on a tous ces éléments-là qui sont absolument fondamentaux et qu'il faut, en effet, mettre en avant. Huguette ? Oui, non, je voulais intervenir. Tout d'abord, je crois que sur les réseaux, sauf sur LinkedIn, je crois que les femmes sont majoritaires par rapport aux hommes, sauf sur LinkedIn, qui est un des réseaux professionnels plus importants. Donc, je voulais juste apporter ce petit commentaire. Et l'autre, je pense, c'est... Enfin, on considère souvent les réseaux comme quelque chose en plus. Je crois que justement, c'est une façon de faire son travail différemment. C'est une façon de redonner du temps. On a dit à bas les PowerPoint, à bas les mails après 21h. Moi, je dirais à bas les conférences call où on va rester pendant des heures et finalement personne n'a regardé le fameux PowerPoint. Et justement, comment on travaille différemment avec justement les réseaux et qu'on redonne du temps pour rêver, pour innover. Et c'est une façon différente de travailler. Par exemple, nous, de manière très concrète, quand certains de mes collègues... Bon, moi, j'ai un job européen, donc j'ai pas l'agenda de tous les congés de tous mes collaborateurs par cœur. Par contre, généralement, quand ils partent en vacances, ils le mettent sur notre réseau social. Je suis pas là. Si vous avez des questions, postez-les. Au lieu de m'envoyer un mail que personne ne lira, postez-les sur mon wall. Et finalement, quand vous revenez, finalement, il y a quelqu'un qui va dire tiens, j'ai vu ça, j'ai répondu, etc. C'est complètement différent. Et ça, c'est une liberté qui est complètement différente et qui enlève aussi du stress, qui est de dire oh là, on va m'appeler pendant le week-end, on va m'appeler. Non, parce que finalement, le savoir, il n'est pas que chez moi. Quelqu'un peut l'avoir autrement. Donc, je pense que c'est pas en plus, c'est différent. Donc être manager, c'est aussi remettre de l'humain, Virginie Fauvel. Oui, je crois qu'effectivement, le digital n'exclut absolument pas l'humain. Et être manager, c'est remettre de l'humain. C'est aussi faire paravent contre le stress. Un manager qui induit plus de stress qu'il y en a, je pense que c'est difficile pour les équipes et c'est à mon avis une faille assez forte. Donc vraiment, pour moi, oui, le management, c'est de l'humain et de l'enthousiasme et puis essayer au maximum de donner du sens à nos métiers. L'enthousiasme, justement, on est enthousiaste avec tous les nouveaux outils qui arrivent. Quand on est manager, on a peut-être aussi envie de tous les essayer. Il y a aussi toute cette difficulté, non, de à chaque fois voir une nouvelle manière de collaborer. À ce moment-là, on va essayer d'imposer tel nouvel outil, donc il faut que tel autre qu'on utilisait jusqu'à présent, on arrête de l'utiliser. L'enthousiasme n'est pas l'enthousiasme face à la modernité. Hein. L'enthousiasme, c'est l'enthousiasme face aux collaborateurs. C'est fêter les succès, c'est remonter les collaborateurs quand ils ont un petit moment de moins bien, parce que ça peut arriver. Ouais, c'est essayer de communiquer de l'énergie positive plutôt que de l'énergie négative. Après, sur les outils et sur les réseaux sociaux, alors, dans des sociétés aussi modernes que la vôtre, j'imagine que c'est très ouvert en termes d'accès à Internet. Chez Allianz, en fait, on a ouvert pour l'ensemble des postes collaborateurs l'Internet l'année dernière. Donc, vous voyez, il y a encore des collaborateurs qui n'avaient pas accès à Internet. Donc, c'est une modernisation significative. Et surtout, on a ouvert l'ensemble des réseaux sociaux à l'ensemble des collaborateurs. Donc forcément, il y a toujours des questions quand on est manager. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont pas ne plus travailler ou des choses comme ça? Moi, je crois que quelqu'un qui veut pas travailler, il travaille pas et il va aller
fumer des cigarettes ou prendre des cafés ou discuter avec ses voisins. Et à donner accès aux réseaux sociaux dans les entreprises, c'est aussi un moyen d'accompagner les collaborateurs vers un univers de réseau, comme on en a parlé. Stéphanie ? Oui, je pense que l'employé en fait qui va faire sa pause clope devant ses réseaux sociaux et qui va mal utiliser finalement cet outil, c'est qu'il n'est pas motivé. Et le rôle du manager, c'est d'être leader, c'est d'inspirer, c'est de motiver, et finalement de faire en sorte que son équipe devienne acteur aussi du projet, deviennent eux-mêmes managers de leur propre micro-projet qui fait partie du projet. Et pour moi, en fait, un truc qui est génial en fait chez Pinterest, c'est que tous les trimestres, on définit, alors il y a une pression, c'est tous les trimestres, on définit des grands objectifs. On doit aller à telle direction. Mais chaque équipe va elle-même dire, voilà comment on va contribuer. Et pourquoi va argumenter. Donc c'est chacun finalement sait et définit lui-même parce qu'il est motivé par tel projet qui va le défendre, mais vraiment l'individu même définit sur quoi il va travailler. Après bien sûr c'est une discussion globale à plusieurs, en équipe, après à plusieurs niveaux, mais de manière très rapidement, en 15 jours, tout le monde définit et choisit lui-même et définit lui-même et vend lui-même à ses collègues et aux équipes sur quoi il va travailler. Et donc il y a une motivation énorme et du coup il n'y a plus ces problèmes-là en fait. Mais est-ce que ça, c'est pas possible parce que justement, comme vous l'avez dit, vous êtes une équipe de 250 personnes. Quand on est un groupe de taille beaucoup plus importante, il faut soit construire des plus petites équipes plus nombreuses, soit on peut pas procéder de cette manière parce que c'est plus difficile. Effectivement, faut découper, quoi. C'est l'exemple de Virgin qu'a Richard Branson, qui a été pour moi un modèle, qui découpe dès qu'il y a 20 personnes en fait dans une équipe, quoi. Plus ça dépasse, il découpe et il rescinde. Et c'est des micro-équipes qu'il faut créer en fait à chaque fois. Virginie ? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il y a une taille critique. Des trop de petites équipes avec des couches managériales trop élevées, c'est pas bon. Et des trop grosses équipes, c'est pas très bon. Donc il y a un bon intermédiaire. Mais en fait, je pense que les startups s'inspirent de la solidité, de l'historique des entreprises traditionnelles et aspirent, je pense, à devenir une entreprise historique un jour. Et les entreprises traditionnelles s'inspirent aussi de ces modes de fonctionnement. Et on essaye d'insuffler cet esprit et cette façon de fonctionner dans les grands groupes. Je pense que chez IBM, c'est pareil. Je trouve que vous avez défini quelque chose qui pour moi est absolument fondamental, c'est développer. Je suis très frappée je trouve que ce mot, avec inventer, développer, créer le futur, je ne sais pas ce qu'il y a écrit derrière moi, enfin bon, c'est ça l'idée, c'est quelque chose qui est en effet fondamental et qui est sans doute facilité, enfin j'espère en tout cas, par cette révolution, et sur laquelle il faudrait insister. Et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la table ronde précédente sur l'éducation, parce que on est tellement dans un pays où l'idée d'innover, de développer, d'avoir une idée personnelle, c'est le contraire de tout. Et il faut juste restituer un savoir qu'on a appris. Alors, mais il ne faut surtout pas développer. Non, reste couché, surtout, voilà, tu vas jouer ailleurs et puis tu développes pas. Et il y a des gens qui savent et puis d'autres qui exécutent et il faut rien développer. Et ça, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, encore tellement prégnant dans notre culture que j'espère que cette révolution numérique va permettre de ça, parce que c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai quand on a une équipe de 20 personnes et qu'on est une start-up, mais c'est vrai quand on est un grand groupe de l'audiovisuel, c'est vrai quand on est chez IBM, c'est vrai quand on est chez Allianz. Et cette idée que chaque collaborateur peut avoir un talent et que ce talent peut contribuer à aider la gestion du groupe, parce que le talent, ça peut être de créer une salle de gym, je dis n'importe quoi, ou ça peut être d'avoir l'idée du siècle sur un projet, c'est un talent. Et je pense que peut-être qu'on est un peu frileux, quand je dis nous, c'est nous les Français, par rapport au fait de reconnaître à l'autre des talents, parce que ça nous met en cause différemment. Et je pense que le réseau à ça de fort qu'à un moment donné, voilà, on accepte d'être tous un peu au même niveau et d'avoir des talents à développer chacun. Ça, c'est une idée que je trouve complètement révolutionnaire et qui devrait franchement plaire dans ce pays où on est tellement fan de l'égalité. Mais il faudrait qu'on se l'applique aussi un peu à nous, quoi. Alors nous, malheureusement, on n'a plus le temps de développer. Un petit mot de conclusion. Oui, je voulais juste rebondir. Je crois que si qu'on le veuille ou pas, je crois qu'on n'a pas le choix, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le monde du travail change avec le mobile, avec les réseaux sociaux. En fait, ça déplace complètement les frontières, et donc il y a beaucoup de
d'entrepreneurs. Alors on peut appeler ça des individual workers. Il y a plus, ça va être de plus en plus important. Et finalement, si l'entreprise elle met pas à disposition de ses collaborateurs ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de travailler, comment ils vont se développer, comment on va leur donner d'autres expériences, je crois qu'on n'aura pas les bons talents. Donc je crois que c'est pas si on doit le faire ou pas, si le système éducatif doit le faire ou pas. Je crois que si on veut avoir les bons talents, on n'a pas le choix. Virginie? Oui, non, mais je pense que c'est une très bonne conclusion. Si on veut attirer les meilleurs, il faut effectivement fonctionner dans ce sens-là. Stéphanie, vous avez le mot de la fin. Merci du visitage. Alors, je pense que le futur du management, c'est aussi le changement en fait de la mentalité d'employé et de l'emploi, de l'employabilité. Je pense qu'on est dans une vraie révolution. En fait, il y a de plus en plus de freelance, il y a de plus en plus de chômeurs. On doit créer son travail. Et ce qui est important, c'est d'être passionné quand on travaille. Manager, employé, tout le monde doit être passionné. Trouver sur quoi il a envie de travailler, trouver ses thématiques. Donc, j'incite tout le monde à s'inscrire sur Pinterest pour explorer ses passions, parce que c'est important, parce que vous découvrez sur quoi en fait vous avez envie de travailler, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, et le dream job, c'est travailler sur ce qu'on aime. Françoise, vous voulez avoir ce mot de la fin? Oui, je veux dire quelque chose. Secondes. Voilà, je voulais juste dire que j'ai initié il y a 2 ans une association qui s'appelle Pour les femmes dans les médias, parce que ça me crucifie qu'il n'y ait pas davantage de femmes dans les médias, et que moi je considère que j'ai crevé le plafond de verre et que la jeune génération ne suit pas. Donc pour les femmes dans les médias, c'est pour dire allez-y les filles, vous pouvez y arriver, il faut qu'il y ait davantage de femmes dans les médias. On ne peut se satisfaire de vivre dans un pays démocratique où la majorité de sa population est sous-représentée partout. Donc voilà, pour les femmes dans les médias, le site va exister aujourd'hui. Allez sur le site, et Delphine Rémy-Boutan est aussi une des fondatrices de cette initiative. Donc j'espère qu'on y arrivera. Je ne peux être que d'accord. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toutes Bravo. les 4. Merci.